Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la petite vidéo en fait que je fais aujourd'hui, c'est vraiment une première là, par rapport à le type de vidéo que je fais habituellement. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de la faire un petit peu plus interactive. J'aimerais ça en fait que au moment que je vais faire la vidéo, que vous puissiez faire dans les commentaires en fait pour répondre à mes questions. Donc j'aimerais vraiment ça savoir en fait quelle est une entreprise idéale pour vous? Donc, c'est vraiment la première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Savoir en fait quelles sont les contraintes que vous ne voulez pas rencontrer lors de votre parcours dans votre entreprise actuelle, donc, ou dans votre entreprise, dépendamment où vous êtes rendu là, dans votre processus. Là, donc, savoir si dans votre entreprise actuellement, ce que vous voudrez enlever comme contrainte ou si vous n'avez pas d'emploi en ce moment, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas y retrouver dans votre futur emploi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à l'entreprise idéale et vous expliquer en fait un peu le fonctionnement des entreprises là, dans notre quotidien. Donc, ça serait bien que vous puissiez mettre en commentaire aussi où que vous croyez que vous vous situez dans qu'est-ce que je vais dire par rapport justement au type d'emploi et savoir où vous aimeriez aller. Donc, premièrement, par rapport aux caractéristiques là, pour avoir la carrière idéale, les gens, généralement, quand on leur pose la question « Quelle est votre entreprise idéale? » Donc, généralement, les gens vont commencer par la partie négative. Donc, ils vont vraiment dire en premier ce qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas que qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Donc, généralement, les gens vont dire que dans leur entreprise, ce qu'ils n'aiment pas, c'est ils ne veulent pas de patron. Ils ne veulent pas de transport entre la maison et le travail. Ils ne veulent pas nécessairement non plus avoir de réveil le matin. Ils ne veulent pas d'employés. Ils ne veulent pas non plus qu'il y ait des questions politiques là, dans leur mode de vie de travail. Ils ne veulent pas nécessairement non plus faire de compromis. Ils ne veulent pas nécessairement non plus qu'il y ait des exigences envers eux et ils ne veulent pas avoir de discrimination, évidemment. Donc, c'est vraiment les parties beaucoup plus négatives que les gens vont généralement dire en premier. Et par la suite, il y a les caractéristiques positives. Donc, les gens, ce qu'ils veulent retrouver dans un environnement de travail, bien, premièrement, des choses positives, avoir un revenu illimité, avoir d'excellents produits ou de services. Ils veulent avoir un revenu résiduel. Les gens, ils veulent travailler avec des gens qui sont justement agréables à travailler avec, donc avoir une belle équipe de travail. Ils veulent avoir aussi la liberté d'organiser eux-mêmes leur temps, donc que ça ne soit pas imposé. Ils veulent aussi quelque chose qui va être significatif pour eux. Donc, ça va vraiment leur donner quelque chose de personnel par rapport à tout ça. Donc, ça s'en va aussi à l'épanouissement personnel. Les gens vont généralement vouloir beaucoup d'avantages, donc beaucoup d'avantages sociaux ou autant des avantages en interne, donc avoir un téléphone, des fois pour les vendeurs, ils veulent avoir une voiture qui va avec, leur ordinateur, des choses comme ça. Ils veulent avoir de faibles risques. Ils veulent aussi avoir des faibles coûts de démarrage. Donc, des fois, quand on veut se partir en entreprise, ils ne veulent pas que ça leur coûte une fortune au début. Des avantages fiscaux. Et une des plus grosses choses positives qui ressort le plus, c'est que les gens veulent avoir du plaisir lorsqu'ils travaillent. Donc, ils veulent vraiment générer une positivité et du plaisir, du fun pendant qu'ils travaillent. Donc, par rapport aux caractéristiques positives que je viens de mentionner, imaginez une entreprise qui aurait tous ces attributs-là, en fait. Donc, là, c'est là que je vais vous parler un peu des types d'emplois qui existent dans notre monde général. Donc, vous allez pouvoir vous situer aussi de savoir dans quel type d'entreprise en ce moment vous travaillez, puis dans quel type d'entreprise vous aimeriez travailler, en fait, si vous n'êtes pas bien actuellement. Donc, le premier type d'emploi, en fait, c'est l'école bleue. Donc, certains vont se reconnaître. Souvent, moi, j'habite en ce moment à la ville de Montréal, donc l'école bleue, on les connaît bien. Ils sont sur la route, sur le terrain. Donc, c'est quoi un col bleu, en fait? C'est un membre d'une classe ouvrière qui exécute un travail manuel. Donc, il va être sur le terrain souvent, justement, ça va être très manuel. Donc, c'est sûr que l'école bleue, vu qu'il exécute un travail manuel, ben ça ne va pas correspondre à une entreprise idéale selon les critères parce que justement, ils vont avoir plusieurs contraintes. Là. Donc, c'est sûr que les travails manuels, ça va engendrer beaucoup de choses négatives. Ils n'auront pas la liberté d'organiser leur temps. Ils n'auront pas justement. Ils vont, en fait, le travail manuel n'a pas non plus d'importance internationale. C'est difficile, on n'a pas toujours du plaisir non plus à faire des travails manuels. Donc, ça ne va tout simplement pas correspondre à une entreprise idéale. Par la suite, il y a les cols blancs.
Donc, les cols blancs, ici, il y en a énormément qui vont se reconnaître, en fait, dans cette section-là. Souvent, c'est pas mal la section où que généralement, les gens qui finissent, par exemple, l'université en administration vont être dans ce type d'entreprise-là. Donc, le type d'entreprise, en fait, des cols blancs, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que c'est un membre qui va effectuer un travail de direction ou administratif. Donc, souvent, c'est quelqu'un justement qui va travailler dans un bureau pour quelqu'un. Donc, il va avoir un président d'une compagnie et la personne va rentrer du 9 à 5 à tous les jours, travailler pour cette personne-là. Donc, on peut penser par exemple à chez Bell, chez Vidéotron, chez TELUS, par exemple. Donc, quelqu'un qui travaille par exemple en ressources humaines pour Vidéotron va être un col blanc. Donc, c'est aussi un emploi que les gens, ils vont aller rechercher une sécurité. Donc, travailler pour quelqu'un dans une grosse entreprise qui a déjà des leaders mis en place, des fois, ça crée une sécurité de savoir que c'est quelque chose qui est déjà présent, qui a déjà de l'ampleur. Donc, les gens un peu plus insécures vont devenir des cols blancs aussi. Pour réussir, en fait, dans la catégorie des cols blancs, ben c'est sûr qu'il faut que tu deviennes quelqu'un qui va être quelqu'un de fonceur. Donc, il va falloir absolument que tu développes une partie politique, donc devenir techniquement un politicien dans ton entreprise pour te coller aux gens d'influence de l'entreprise et de créer des relations pour s'assurer en fait de bien monter les échelons. Donc, si tu es monsieur, madame, tout le monde qui reste en bas de l'échelle, qui ne fait pas trop de contacts, on ne sait pas trop c'est qui dans l'entreprise, bien, vous allez rester dans le bas de l'échelle. Donc, il va falloir faire du PR, il va falloir faire beaucoup de relations à l'interne de l'entreprise, aller connaître les gens qui sont plus hauts que vous, aller vous faire inviter dans des dîners d'affaires, dans des choses comme ça, si vous voulez monter de grade. Il ne suffit pas, en fait, de simplement dire « moi, j'applique pour ce poste-là ». Généralement, même si vous êtes plus compétent que, par exemple, on va dire Charles, mais Charles, lui, il connaît le président, bien, Charles va monter avant vous, tout simplement, il va avoir le contact. Donc, c'est quand même assez difficile de monter les échelons pour aller assez haut dans des grosses compagnies comme ça. Puis aussi, il faut faire attention parce que les personnes autour de vous, dans les entreprises, en fait, sont des menaces pour vous. Donc, si vous devenez trop compétent, en fait, dans votre entreprise, bien, vos supérieurs vont le voir. Il y en a que ça va leur monter à la tête et ils vont croire que vous êtes une menace pour eux. Donc, ils vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous assurer que vous ne montez pas au sein de l'entreprise parce qu'ils vont avoir peur que vous preniez leur place. Donc, ça aussi, il faut faire attention par rapport à qui vous vous collez avec les influences dans l'entreprise pour faire confiance aux bonnes personnes et vous coller aux bonnes personnes. Et aussi, dans les cols blancs, bon, ça, c'est la personne qui a vraiment des ambitions, qui veut monter dans l'entreprise, mais dans la partie col blanc aussi, quand on parlait de sécurité plus tôt, il y a des gens qui vont en fait dans des grosses entreprises comme ça, qui vont faire leur travail à tous les jours. Ils ne veulent pas nécessairement monter non plus dans les échelons. Eux autres, ils vont survivre dans ce genre d'entreprise-là. Ces gens-là vont faire leurs choses de 9 à 5 à tous les jours pendant 40 ans s'il faut, mais ils vont avoir leur petit salaire, ils vont avoir leur alimentation de 2 à chaque année. Ils vont être heureux là-dedans. Puis c'est correct d'être heureux là-dedans si c'est quelque chose que justement, vous avez une sécurité, vous allez avoir votre sécurité financière et vous ne voulez pas nécessairement devenir VP de l'entreprise non plus. Vous faites votre travail à tous les jours, tout simplement. Donc, ça, c'est les cols blancs. Puis, vous avez pu voir, il y a beaucoup de pression qui se passe ici. Il y a beaucoup de choses aussi par rapport avec les relations, la politique, des choses comme ça. Donc, encore une fois, les cols blancs, ça ne va pas correspondre à une entreprise qui est idéale pour vous. Donc, selon les critères qu'on a parlé plus tôt. Ensuite, la troisième catégorie de personnes, peut-être encore une fois, il y en a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, c'est en effet les vendeurs. Donc, les vendeurs, en fait, c'est des gens qui ont un gros caractère qui va être endurci parce que les vendeurs sont rémunérés par leur rendement, donc à la commission, donc c'est pas à l'heure. Donc, leur salaire n'est pas coulé dans le béton non plus. Donc, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de caractère et de motivation, en fait, parce que c'est des gens qui ils font pas d'argent s'ils font pas de travail. Donc, ils n'ont pas bien le choix. Donc, ils traversent aussi toujours une passe qui fait beaucoup d'argent. À chaque fois qu'on est dans les vendeurs, il y a toujours une passe qu'on est comme, on est bon, on a une bonne passe et tout. Et souvent, en fait, le vendeur, lui, il va vivre, bien, en fait, le vendeur vit une vie selon ses revenus. Donc, quand on passe justement cette passe-là qui fait beaucoup d'argent, bien, le vendeur va s'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, le chalet, le chien, le chat, le carrosse d'enfant, peu importe, il va
dépenser, dépenser, dépenser. Mais ce qui est difficile avec les ventes, c'est que, par exemple, que vous êtes dans le domaine de l'automobile. L'automobile peut fonctionner super bien, mais là, en ce moment, par exemple, avec la crise du COVID, c'est un facteur externe que personne n'a pu vraiment savoir que ça allait arriver. Et en ce moment, le marché des voitures, bien, les gens n'ont plus d'argent, donc les gens ne s'achètent plus des voitures neuves avec des voitures de luxe, ça existe. Il y en a encore, il y a un marché encore pour ça, mais on s'entend que les gens vont prioriser manger, s'occuper de leur famille que s'acheter un nouveau char cette année. À cause justement de ce facteur externe-là. Donc, il y a autant des changements en fait internes qu'externes dans ce genre d'entreprise-là. Donc, ils vont faire vraiment face à plusieurs problèmes au cours en fait de leur, je pourrais dire, le cycle de vie des vendeurs. Donc, il y a des entreprises, par exemple, qui vont simplement avoir une nouvelle concurrence. Il va y avoir une nouvelle technologie qui va venir justement créer une nouvelle concurrence. Il peut y avoir un changement dans l'économie, peu importe, tout va devenir plus compliqué. Donc, autant l'externe que l'interne dans les changements. Ce qui va faire que le vendeur, au bout de la ligne, il était bien, il travaillait 8 heures par jour, il faisait de l'argent, tout allait bien. Et là, paf, une nouvelle technologie, ça vient de chambouler tout son travail au complet. Et qu'est-ce que ça va faire par la suite? Bien là, le vendeur, à cause de ce concurrent-là, va devoir travailler 50, 60, 70 heures par semaine. Ça va monter de plus en plus parce qu'il doit revenir à côté, en fait, sa concurrence. Donc, il va faire encore beaucoup plus de temps pour revenir au salaire qu'il avait avant, qui était un petit peu plus facile. Donc, ils vont avoir, au bout de la ligne, beaucoup moins de temps pour eux au bout, puis ils n'auront plus de temps pour leur famille, plus de temps pour eux personnellement. Donc, ça va faire que ça va devenir très difficile pour ces personnes-là. Cette personne-là, en fait, doit repartir à zéro à tous les jours. Donc, à tous les jours, c'est une nouvelle journée. On ne sait pas combien de ventes on va faire dans la journée. Donc, c'est un secteur qui est assez difficile. C'est pour ça qu'on dit encore une fois que c'est un caractère endurci. Donc, les vendeurs, encore une fois, ne correspondent pas à une entreprise idéale selon les critères qu'on a dit plus tôt parce qu'il va y avoir la contrainte de temps, la contrainte des concurrences et ils vont vivre énormément de stress et de pression, encore une fois. Par la suite, il y a les propriétaires d'entreprises traditionnelles. Donc, les propriétaires d'entreprises traditionnelles, il y en a plusieurs. C'est tous les travailleurs qui se partent des business là, un peu partout. Là. On a des CEO aussi, des compagnies, etc. Donc, ces gens-là, en fait, souvent, c'est des gens au départ qui vont mettre toute leur économie, en fait, dans leur entreprise. Donc, ils croient en leur projet, ils vont investir énormément de sous. Tout leur argent va aller dans leur business, c'est leur bébé. Et souvent, ils s'endettent parce qu'ils vont emprunter aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont aller chercher des investissements de départ avec la banque. Donc, ils vont s'endetter parce qu'ils croient énormément dans leur projet. Donc, c'est des gens qui vont dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le problème, en fait, des propriétaires d'entreprise, c'est qu'au départ, à moins que vous ayez un partner ou quoi que ce soit, mais généralement, il y en a beaucoup qui se partent seuls ou à deux. Donc, à deux, même, c'est un peu la même chose. L'affaire, c'est qu'au départ, les gens vont vouloir se focaliser sur tout, en fait, parce que quand on ouvre une entreprise, peut-être que moi, par exemple, ma force, c'est le marketing, mais si je me pars une compagnie, on va dire, de souliers, bien, je dois faire du HR, je dois faire autant de la comptabilité, des choses de juridique, négocier mes choses. Donc, je sors complètement du mode marketing. Oui, je vais avoir une force en marketing, mais je vais devoir tout faire, tout le reste de l'entreprise parce que je roule une entreprise. Donc, je n'aurai pas le choix de me focaliser sur tout, sauf mes points forts, en fait, parce que je vais devoir en faire petit à petit, ce qui va faire que leur spécialité de départ va être noyée dans un sens. Et en fait, c'est dommage parce que c'est pour ça que les entreprises, souvent, ils vont crasher. C'est là qu'il faut justement se lier avec des partenaires d'affaires, des partenaires stratégiques pour nous aider sur des parties qu'on ne connaît pas, en fait. Mais souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite à cause de ça. La personne va avoir va se focaliser sur son point fort, qui soit, peu importe, comme je viens de dire, la comptabilité ou quoi que ce soit. Ça va faire qu'elle n'aura pas les compétences, en fait, pour faire les autres. Ensuite, ils vont manquer énormément de temps. Donc, les propriétaires d'entreprise, évidemment, c'est toujours ceux qui vont arriver en premier au travail, mais c'est toujours ceux qui vont partir en dernier. Ils vont payer leurs employés avant eux-mêmes. S'ils réussissent, on ne sait pas s'ils vont réussir, en fait, on ne sait pas s'ils vont échouer.
S'ils échouent, ben, ils vont redevenir comme eux-mêmes un employé. S'ils réussissent, ben, tant mieux pour vous si vous réussissez en tant que propriétaire d'entreprise, mais vous ne pourrez pas dire que votre vie n'a pas de stress, pas de pression et que vous n'avez pas des heures de travail légers. Ça va être mentir, en fait, les propriétaires d'entreprise, votre vie est remplie de pression, de stress et de manque de temps. Donc, c'est sûr que, encore une fois, ça ne correspond pas aux critères d'un type d'entreprise idéale parce qu'on voit que ça engendre quand même beaucoup de points négatifs. Par la suite, le dernier, en fait, c'est les investisseurs. Donc, les investisseurs, premièrement, quand on est investisseur, c'est parce qu'on a de l'argent. Fait que tu as besoin d'argent, tu es investisseur, tu vas investir dans des projets. Un investisseur, un des points importants pour être un bon investisseur, en fait, c'est d'avoir besoin de connaissances. Donc, si tu es investisseur immobilier, mais tu dois savoir toutes les choses par rapport à l'immobilier. Si tu veux investir dans un projet de technologie, tu dois t'informer sur la technologie, tu dois savoir dans quoi tu investis, tu dois être informé dans qu'est-ce que tu investis. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage, surtout si vous êtes un investisseur qui va se promener un peu de domaines différents, vous devez savoir tout. Donc, c'est sûr que vous allez avoir moins de temps pour vous, encore une fois, parce que vous allez devoir faire énormément de recherches et énormément d'apprentissage. Puis, par rapport à tout ça, en fait, c'est que vous ne contrôlez rien. Les investisseurs ne contrôlent pas. Du jour au lendemain, l'entreprise ou le projet à quoi vous allez investir peut faire faillite. Donc, encore une fois, ça ne correspond pas aux critères, en fait, aux critères qu'on vient de parler d'une entreprise idéale. Donc, c'est ce qui mène en fait à l'information, à savoir un peu le type d'emploi, les types d'entreprises qu'on peut faire dans un monde général. Donc, j'aimerais bien savoir, en fait, écrivez dans les commentaires, c'est quoi une entreprise idéale pour vous? C'est quoi vos points forts? C'est quoi vos points faibles? C'est quoi, en fait, les choses que vous aimez dans votre entreprise, que vous n'aimez pas? Dans quel type d'emploi vous vous associez? Est-ce que vous êtes associé à quelque chose que j'ai dit récemment? Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien là-dedans? Est-ce que vous aimeriez vous joindre à un autre type d'emploi, par exemple? Donc, écrivez tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Puis, on va pouvoir discuter de d'autres sujets dans d'autres vidéos. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Encore une fois, likez, commentez, partagez si vous aimez et j'attends de vous lire. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée.